Le profil énergétique de la RDC est le plus courtisé au monde, puisque doté de ressources naturelles diversifiées et non encore inventoriées. Mais ces potentialités ne suffisent pas. Paradoxalement, le pays accuse un déficit criant en desserte en énergie. Nous avons toutes les capacités et toutes les formes d'énergie que nous pouvons construire ici. Mais pourquoi est-ce que dans nos pays limitrophes, ça évolue très vite? Pourquoi pas dans notre pays? Et la plupart des pays limitrophes évoluent très vite avec des conditions plus difficiles que les nôtres. Parmi ces ressources, l'on cite le rayonnement solaire, le vent, la biomasse, le pétrole brut, l'uranium, la tourbe, le gaz naturel, le charbon, la géothermie et principalement l'hydroélectricité, dont la puissance est à plus de 100 000 MW. Le pays compte aussi plus de 30 barrages, disséminés principalement entre le Grand Katanga et le Congo central. Avant Zongo 2, il s'est écoulé 35 ans, 37 ans exactement, entre Inga 2, 1982, et Zongo 2. Entre-temps, la population, les besoins de la population ont augmenté, l'industrie, toute l'économie a augmenté. Au niveau du Katanga, ça s'est écoulé 65 ans entre le barrage de Nseke et le dernier qui vient de terminer en 2021, Boussanga. Malgré ces atouts, les ténèbres trônent en maître sur le grand espace Congo. Seulement près de 5% de ce potentiel sont exploités, un déséquilibre criant entre l'offre et la demande observé avec un déficit évalué à presque 450 MW. La ville de Kinshasa, par exemple, enregistre un taux d'électrification de presque 40% contre 3,1% dans la Chopo. Le seuil de 15% de desserte en électricité, dans 1% dans les milieux ruraux pour toute la RDC, est un véritable défi. Les milieux ruraux et périurbains sont des milieux difficiles d'accès. Je vais donner un exemple. Pour aller à Bassankosso, aller à Njolu, aller à Bongandanga aujourd'hui, c'est difficile d'y accéder. Les défis majeurs aussi, c'est de trouver des opérateurs. Dans beaucoup de zones, les opérateurs ne sont pas là. Les données, ça c'est des éléments importants. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de données. Tout ça, c'est des défis majeurs. Pour pouvoir promouvoir ce secteur, il faut avoir des données, il faut des études, il faut avoir effectivement des statistiques. Nous devons travailler à réunir tous ces éléments. Mais les besoins, il y en a beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, la population congolaise a accès à l'électricité à quel taux? Nous sommes aujourd'hui, on parle de 15%. Ça veut dire 85% de la population n'a pas accès à l'électricité. Le délestage est devenu un langage courant chez les consommateurs. La SNEL, qui autrefois avait le monopole, est butée à plusieurs difficultés. Entre autres, la vétusté de son réseau de distribution. L'augmentation du taux démographique en RDC, occasionnant une mauvaise qualité de service offert aux consommateurs. La donne devra changer. Aujourd'hui, la SNEL a besoin de moyens pour sortir de son passif très très lourd avec ses dettes. Et donc, premièrement, nous avons dû revoir les tarifs. Donc, aujourd'hui, pour donner les moyens de la politique à la SNEL, il faut qu'il puisse générer des revenus de façon à ce que ces revenus puissent être attribués à la maintenance et à l'investissement pour renouveler leur matériel, pour renouveler leur équipement. Depuis 2014, des efforts se déploient du côté gouvernement qui a ouvert la voie au secteur privé à travers la libéralisation du secteur. Mais cela n'a pas suffi. D'autres outils étaient nécessaires pour accompagner toutes les mesures, entre autres la mise en place de l'autorité de régulation du secteur d'électricité, organe régulateur devenu opérationnel depuis 2 ans, et l'Agence nationale d'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain. Oui, pour l'instant, nous avons testé dans des zones pilotes quelques projets d'électrification avec les microcentrales solaires qui n'ont pas du tout existé dans ces pays. On peut citer 1 ou 2 cas isolés. Mais maintenant, là, nous avons électrifié la mission catholique de Ipamu. Nous venons de faire la même chose à Bongayasa. Ipamu, c'est dans les territoires de Idiofa. Bongayasa, nous sommes à Massimanimba. Et c'est deux cas différents. Donc, Ipamu, c'est vraiment des zones enclavées. Bongayasa, plus ou moins accessible. Là, nous sommes en train de travailler sur une zone, un territoire qu'on appelle Poko. Et puis, nous sommes aussi en train d'expérimenter les fonds Mwinda. Lui qui vient en subside à des programmes existants déjà avec les secteurs privés. Et là, nous apportons ce qu'on appelle des subsides, des subventions pour que les ménages se connectent. Ces efforts devraient être canalisés à avoir une boussole, d'où le plan national d'électrification. L'électricité étant au cœur de tous les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, il faut doubler les efforts pour augmenter le taux de desserte en RDC. Le fait que nous ayons commencé et que, deuxième chose, c'est que l'État est en train de nous écouter.
Suivez très bien les signes des temps. Depuis quasiment 2014, l'État est en train de suivre. L'État est en train de nous suivre depuis 2014. Et c'est un fait très positif pour la RDC. En contraire de l'État qui suit, vous avez des pulsions extérieures maintenant qui commencent à venir embêter. Nous avons, jusqu'en 2010, nous exportions de l'énergie. Maintenant, nous en importons. Et nous avons même un déficit énorme qui est estimé à plus de 3000 MW dans toute l'ensemble de la République. C'est ici que le secteur privé s'adjoint au gouvernement pour répondre à ce besoin primaire de la population. Certaines provinces connaissent déjà des avancées significatives, à l'instar du Grand Kivu, où des micro-barrages